Oui. La première chose que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas contre l'initiation. L'initiation est la transmission d'un savoir. Et en tant que telle, elle n'est pas condamnable. Le problème, c'est que la franc-maçonnerie, et quand je parle de franc-maçonnerie, c'est évidemment la franc-maçonnerie que l'on dit spéculative, celle qui apparaît à partir de 1717. À partir du moment où la franc-maçonnerie n'est plus une société initiatique comme elle le prétend, mais qu'elle est devenue une véritable mafia politique. C'est quelque chose de tout à fait anormal, c'est-à-dire tout à fait anormal d'abord parce que nous sommes censés vivre en démocratie, donc il n'est pas normal qu'en démocratie, une société, qu'on va dire une société secrète, ait un pouvoir qui échappe à la connaissance des électeurs notamment, mais c'est aussi anormal vis-à-vis de l'initiation, parce que l'initiation dans les sociétés traditionnelles était apolitique. Donc la première trahison des initiés, c'est d'interférer dans le monde qu'ils appellent profane et qui est le monde politique. En principe, l'initiation aurait dû rester apolitique. Et la deuxième chose anormale, c'est que la franc-maçonnerie a soutenu la philosophie moderne, donc je suis un anti-moderne, j'aurai l'occasion d'expliquer pourquoi. Et donc cette philosophie moderne qui a provoqué la révolution, et qu'on ne peut pas être un initié et un moderne. Si on est tenant d'une tradition, on ne peut pas être moderne. Donc il y a là une véritable trahison des initiés, d'où le titre. Trahison des peuples, parce que les initiés ont trahi les peuples, mais aussi trahison de l'initiation traditionnelle. Oui, alors j'ai retracé l'histoire de la franc-maçonnerie à partir donc de 1717, où elle est fondée par des protestants à Londres, et l'un des deux fondateurs est Desaguliers, et Desaguliers est un Rose-Croix. Donc c'est déjà une première incidence d'une autre société secrète sur cette fondation. Et en France, la franc-maçonnerie est fondée par des Anglais, elle apparaît à peu près à partir de 1725, et c'est d'abord une franc-maçonnerie anglaise en France. Or, il s'avère qu'à partir de 1738, elle va initier des nobles. Le duc d'Antin sera le premier Français qui sera à la tête d'une loge qui est en fait une grande loge anglaise de France. Et des nobles vont donc être initiés dans la franc-maçonnerie. Donc, quand on parle d'un complot maçonnique vers la Révolution, très souvent, on dit, on oppose que des nobles ont été initiés. Oui, les nobles ont été initiés au XVIIIe siècle, mais ils ont été des dupes. Ils ont été dupes de la franc-maçonnerie. L'exemple le plus typique est celui du duc d'Orléans. Le duc d'Orléans est financé par l'Angleterre. Il devient grand maître du Grand Orient, qui est fondé dans les années 1772-73, et il est en fait financé par l'Angleterre, et toute la révolution est quasiment faite par des mercenaires qui sont payés par l'Angleterre. Donc la révolution n'a pas été le fait du peuple, la révolution résulte d'un complot maçonnique qui a été préparé notamment dans l'affaire du collier de la reine, où tous les intervenants sont des francs-maçons. Et ensuite, ce que je montre, c'est que au fur et à mesure des événements de la Révolution, les francs-maçons tiennent un rôle essentiel, qui fait que ce sont eux qui font la Révolution, et non pas le peuple. La deuxième partie de votre question, c'était sur la finance apatride. Donc je retrace évidemment brièvement l'histoire de la franc-maçonnerie au XIXe siècle, et j'en arrive au XXe, où s'ajoute une autre caractéristique qui est d'accompagner la finance internationale, apatride, dans la marche vers le mondialisme. Donc la franc-maçonnerie sert d'instrument du mondialisme. Et cette activité est prévue depuis très longtemps, parce que dès le XVIIIe siècle, le fameux chevalier de Ramsay, qui était venu en France fonder, ou tout au moins importer le rite qui s'appelle le rite écossais, avait déjà dit que la franc-maçonnerie devait établir une république, et une république mondiale. Une république universelle. Donc en fait, la marche vers le mondialisme est prévue dès le XVIIIe siècle dans la franc-maçonnerie.
Et là aussi, il s'agit d'une autre trahison parce que la franc-maçonnerie n'aurait pas dû se compromettre avec la finance apatride, elle n'aurait pas dû s'occuper de finances. Évidemment, ce qui me retient aussi, c'est que derrière ce combat politique se cache une guerre de religion. La révolution elle-même est une révolution religieuse. Il faut savoir que la révolution a substitué la philosophie moderne, à la religion, notamment la religion catholique, sur laquelle était fondée l'ancienne société. Donc ce qui m'intéresse aussi, c'est non seulement l'aspect politique, mais l'aspect religieux de la révolution et de la marche vers le mondialisme. Car le mondialisme est sous-tendu par une religion. Oui, alors ça c'est un phénomène très important, c'est que en fait les initiés le reconnaissent eux-mêmes, le but de leur initiation c'est d'atteindre la gnose. C'est d'ailleurs pour cela qu'après m'être penché sur l'influence politique, je me suis intéressé à l'aspect religieux. D'abord, on va définir ce qu'est la gnose, c'est une connaissance qui est réservée à des initiés. Or, la franc-maçonnerie prétend être multiple, c'est-à-dire qu'elle prétend, puisqu'elle a plusieurs obédiences, vous savez que les obédiences sont des organisations, mais toutes ces organisations, en fait, sont rassemblées par une religion commune qui est la gnose. Et la gnose est une religion qui est incompatible avec le christianisme. Donc un certain nombre de francs-maçons se prétendent chrétiens, mais en vérité, leur religion secrète est incompatible avec le christianisme. Et pour une raison assez simple, c'est que cette gnose est naturaliste. Le naturalisme, c'est l'affirmation qu'il n'y a pas un Dieu créateur de l'univers, et je vais faire un aparté métaphysique, qui soit un autre être que cet univers. Or, le grand architecte de l'univers est interne au cosmos et n'est donc pas le Dieu chrétien. Et d'ailleurs, les plus grands initiés ont reconnu que le grand architecte n'était pas le Dieu chrétien. Ce qui fait qu'au nom de la gnose, la franc-maçonnerie mène une véritable guerre de religion. Ça n'est pas une invention. Je voudrais juste citer un grand maître qui, en opposant la civilisation maçonnique à la catholique, a dit « Il n'y a pas de conciliation possible entre deux principes aussi opposés. Il faudra bien que l'une ou l'autre civilisation disparaisse. » Disparaisse. C'est-à-dire, c'est très clair. La franc-maçonnerie vise à faire disparaître la religion catholique. Alors c'est plus ou moins avoué. Par moments, la guerre est ouverte, comme elle a été à la période anticléricale sous la Troisième République, et par moments, elle est dissimulée, mais elle continue et elle est toujours d'actualité. Oui, déjà l'expression évidemment des fascismes des droits de l'homme a pu choquer certains, mais en fait c'est ce que nous vivions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il est obligatoire de croire aux droits de l'homme. Or ces droits de l'homme, qui ont donc été imposés par la Révolution française, sont aussi fondés sur une philosophie qui est anti-chrétienne. Ce sont des idées chrétiennes devenues folles, comme on le dit. Et j'avais 20 ans en 1968, et j'ai pu prendre conscience à ce moment-là de ce qu'était la guerre culturelle. Donc ce que j'ai voulu montrer dans cette troisième partie, c'est que la franc-maçonnerie était complice de la guerre culturelle qui était menée dans les médias. Donc elle a elle-même beaucoup d'adeptes qui sont dans les universités, dans les médias, et qui répercutent des mots d'ordre qui ont été élaborés dans les années 30, déjà à partir des années 30 par le fameux intellectuel Gramsci, puis définitivement dans les années 50 par l'un des fondateurs du gauchisme, qui est Herbert Marcuse. Et dans ces idéologies dites gauchistes figure bien entendu l'écologie, mais aussi
cette ferveur immigrationniste. C'est-à-dire que Marcuse avait prévu déjà de remplacer les révolutionnaires occidentaux, les ouvriers qui s'étaient embourgeoisés, par des révolutionnaires qu'il appelait nés, et ces révolutionnaires nés sont les immigrés. Or, depuis, tout cela a été prévu dans les années 50, tout cela a été mis dans le grand public, a été vulgarisé à partir de 1968, et tous les intervenants de 1968 se sont répandus dans les médias et dans les partis politiques et ont fait mener à la France la même politique. Donc en fait, nous avons à la fois une dictature des droits de l'homme qui empêche de penser autre chose que la croyance aux droits de l'homme pour pouvoir faire de la politique, et nous avons toute cette décision d'immigration qui, malheureusement, sert à achever la table rase de la Révolution, c'est-à-dire la destruction de la civilisation de l'Occident chrétien. Donc voilà l'actualité, en vérité, de la trahison des initiés, c'est de nous amener à une véritable catastrophe civilisationnelle.